Daniel, comme il fallait s'y attendre, les manchettes des quotidiens et les pages d'ouverture des sites d'information sont toutes focalisées ce matin sur la proposition de compromis du président Yitzhak Herzog. Et oui, effectivement, le compromis d'Herzog titre en manchette ce matin le Yediot Aharonot, assez simplement, avant de détailler en sous-titre les principaux points de ce plan du peuple et avant d'indiquer qu'il n'a fallu que 7 minutes à la coalition gouvernementale pour affirmer qu'elle repoussait ce plan, alors que Benny Gantz et Yair Lapid, eux, l'ont accepté. Le Israël Hayom, lui, est allé un peu plus loin puisqu'il évoque en manchette et d'un seul mot les conséquences de ce plan. Impasse, titre donc le quotidien gratuit, en indiquant lui aussi que la coalition a repoussé ce plan. Selon le Israël Hayom, la protestation d'un côté et la législation sur la réforme de l'autre vont donc se poursuivre et de facto c'est la coalition qui de sa propre initiative va aller de sa propre initiative et unilatéralement pourrait assouplir son plan de réforme. Alors justement, on s'interroge, quels sont les principaux points de ce plan du peuple très détaillé que chaque Israélien peut consulter sur le site de la présidence de l'État ? Eh bien, ces principaux points figurent donc effectivement sur tous les sites d'information, dans tous les journaux de ce matin. Avant tout, dans la commission de nomination des juges, la coalition n'aura toujours pas de majorité. On peut même dire que sa situation sera plus complexe qu'actuellement, puisque par exemple, ce sont 2 députés de l'opposition et plus un seul qui siégeront dans cette commission. Et cela suffit déjà à expliquer le rejet de ce plan par l'actuelle coalition. Second point, pour voter des lois fondamentales, il faudra une majorité de 80 députés, ce qui signifie que n'importe quelle coalition gouvernementale ne pourra pas le faire seule. La Cour suprême ne pourra pas invalider des lois fondamentales, mais il n'y aura pas de loi de contournement qui accorde le dernier mot au Parlement israélien. Les lois normales pourront être validées par la Cour suprême avec une majorité de 7 des 11 juges qui débattront de ce dossier. Le seul point que la coalition pourrait de facto accepter dans ce plan du peuple, eh bien, c'est l'annulation de la clause de raisonnabilité dans la nomination, en particulier des ministres du gouvernement. Enfin, le plan du président obligera le gouvernement à agir selon les recommandations de la conseillère juridique du gouvernement et des conseillers juridiques des différents ministères. Et qu'écrivent alors les très nombreux éditorialistes qui s'expriment ce matin autour de ce plan du peuple ? Eh bien, nous commencerons par ceux du Yediot Aharonot avec bien entendu Nahum Barnea qui écrit que ce plan du peuple était la dernière cartouche dans le fusil à canon scié du président de l'État. Désormais, la décision revient soit à la coalition gouvernementale, soit aux manifestants dans la rue. Pour Barnea, il y a des instants où un État a besoin d'un temps mort pour réfléchir. Nous sommes justement à l'un de ces instants. Ben Dror Yemini cite un de ces experts qui ont tenté de trouver un compromis. Il m'a dit hier soir que le plan du président était un attentat, car désormais l'opposition a son plan validé par le président, mais pas la coalition. Pourquoi donc l'opposition accepterait-elle une autre proposition ? Pour le professeur Yedidia Stern, qui est le vice-président de l'Institut pour la démocratie israélienne, ce plan a un atout. Aucune des 2 parties ne domine l'autre, car la victoire d'un demi-peuple sur l'autre demi-peuple aurait été une défaite pour l'État d'Israël dans son intégralité. Tout patriote israélien qui doit adhérer à ce plan comme étant le meilleur possible actuellement, écrit Yedidia Stern. Et justement, Amit Segal, le célèbre analyste politique de la chaîne 12, a affirmé hier qu'en lisant les principaux axes du plan présidentiel, il a eu l'impression qu'il lisait le plan de l'Institut pour la démocratie israélienne, un institut qui est considéré par la droite israélienne comme très gauchisant. Et il a affirmé d'emblée, Amit Segal, que la coalition actuelle ne pouvait adhérer, comme le voudrait le professeur Stern, à un tel plan. Et puis on peut lire bien sûr d'autres éditoriaux ce matin que vous avez consultés, Daniel. Oui, dans le Israël Hayom, le professeur Aviad Cohen, l'expert judiciaire du quotidien israélien, écrit qu'en entrant dans trop de détails, le plan du président est en train d'échouer. Pour Netael Bendel, ce plan laisse un goût amer de ratage, même s'il peut servir de base à un dialogue. Pour Ethan Orkibi, toujours dans le Israël Hayom, ce plan n'est pas un progrès, c'est une régression. Nechama Douay constate que c'est Yariv Levin qui est en train de prendre le contrôle de Binyamin Netanyahou et pas le contraire, puisqu'apparemment le Premier ministre aurait été prêt à valider au moins une partie importante de ce plan, mais Levin s'y est farouchement opposé. C'est également ce que révèle Daphna Liel, la correspondante politique et parlementaire de la chaîne 12. Dans le Mahariv, Matan Wasserman écrit que si une solution n'est pas trouvée, nous sommes en route vers une crise constitutionnelle sans précédent. Yossi Werther dans le Haaretz écrit que le président a voulu sauver Israël, mais que face à ce qu'il a appelé le groupe de destructeurs de la coalition, il n'avait absolument aucune chance.
Alors aussi important qu'il soit, le plan de compromis du président Herzog n'est pas ce matin toutefois le seul titre dominant dans la presse et les médias. Et pour cause, Ilana, la censure militaire a levé hier son opposition et l'on a donc découvert que lundi matin, c'est bien un attentat terroriste qui s'est produit près du carrefour de Megiddo en Galilée. L'engin explosif très puissant qui a grièvement blessé un arabe israélien avait été déposé par un terroriste, apparemment un terroriste affilié au Hezbollah. Et l'on a appris que l'auteur de cet acte avait été identifié et éliminé par les forces de sécurité qui avaient très vite dressé des barrages dans le nord du pays. Il portait sur lui une ceinture explosive lorsqu'il a été neutralisé. Il s'avère que ce terroriste venait du Liban, qu'il a réussi à passer la frontière israélo-libanaise et à circuler impunément en territoire israélien pendant plusieurs heures sans être repéré. Au sein des forces de sécurité israéliennes, on qualifie cela d'une possible infiltration du Hezbollah en territoire israélien. La question est de savoir désormais comment le terroriste a pu franchir la frontière. Les quotidiens se demandent si Israël va réagir à cette infiltration et surtout comment et avec quelle intensité. Et puis très rapidement, là aussi, nous terminons ainsi ce développement sécuritaire inédit et particulièrement grave et commenté dans la presse et les médias. Oui, justement, à propos de représailles israéliens, Yossi Yehoshua, dans le Yediot Aharonot, écrit qu'une telle opération terroriste ne peut se produire sans un feu vert des dirigeants du mouvement chiite et que les commanditaires libanais ont pris en compte une riposte massive d'Israël. Avi Sakharov fait un lien dans le Yediot Aharonot entre la crise de pouvoir en Israël et cette infiltration. Le Hezbollah, écrit-il, sent qu'Israël et son premier ministre sont affaiblis par les divisions internes et il en profite. Enfin, pour le Israël Hayom, le défi sécuritaire d'Israël sera de réagir sans sombrer dans un conflit avec le Hezbollah.